Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre nouvelle édition de l'Espace Politique. Florian Doukaga pour vous entretenir tout au long de ce débat. Nous accueillons aujourd'hui avec honneur sur notre plateau le docteur Delors Biyogué Bintougou, une figure éminente de la scène politique gabonaise et ancien candidat à la présidentielle. Il est ici aujourd'hui pour discuter de nouveaux projets constitutionnels et de référendums qui s'y attachent. Bonjour monsieur Delors. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de News Live. Merci. Alors, fort de votre expérience et de votre engagement pour la démocratie, le docteur Bintougou soutient fortement le oui à ce référendum qu'il considère comme une étape cruciale et pour l'avenir de notre pays. Alors monsieur, nous allons entamer la discussion avec une toute première question qui n'est autre que en quoi le nouveau projet constitutionnel répond-il aux besoins actuels de notre société? Parfait. L'actuel projet de constitution comporte plusieurs lignes de démarcation par rapport à la constitution de 2023 et de 1991. Ces lignes de démarcation concernent un certain nombre d'aspects. Le premier aspect, ce sont les droits individuels et l'état de droit. Le deuxième aspect, c'est les questions de renforcement démocratique et donc les questions politiques de manière globale. Et le troisième aspect, c'est l'aspect économique et social. Si l'on regarde au niveau des droits et des libertés, nous constatons que le citoyen peut désormais saisir la Cour constitutionnelle lorsque les droits fondamentaux qui sont contenus dans le préambule de la Constitution sont violés. Eh bien, il peut aller directement se plaindre des autorités de notre pays au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un fait. La modernisation qu'il y a eu au niveau des droits de l'homme, c'est le droit d'accès permanent à l'Internet. Nous savons qu'aujourd'hui, Internet est devenu notre principal outil de travail et notre principale source d'information. Donc, il ne sera plus question quand, pendant l'élection, on coupe Internet au motif qu'on doit assurer la sérénité au niveau de l'espace politique. Et il y a également le droit à l'environnement sain. En termes d'état de droit, nous avons nécessairement l'expression de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'on fait réellement la distinction entre celui qui commande, celui qui fait les lois et celui qui fait appliquer les lois. Donc, les trois pouvoirs se limitent et se neutralisent, ce que nous n'avions pas dans les anciennes constitutions. Enfin, maintenant, au niveau politique, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la limitation du nombre de mandats. Ça n'a jamais été acté dans les constitutions qui ont suivi celle de mars 1991 et la dernière révision de février 2023. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire plus de 2 mandats. Et on a interdit de réviser cette disposition, donc quelles que soient les conditions. Et la révision du mandat du président de la République est toujours à 7 ans, c'est ça? Donc, qui interdit la possibilité de le renouveler à 1 année de plus. Un mandat de plus. Un mandat de plus, ouais. Pardon, j'y arrive. Ok, nous allons poursuivre avec la deuxième question qui est la suivante, quelle est de savoir quels sont les changements les plus significatifs que vous souhaitez vous voir mis en place grâce à cette nouvelle constitution? Il y a d'abord cette question d'alternance politique qui est garantie. Vous savez, ce qu'on n'arrive pas à obtenir par ce qu'on appelle le rapport de force en politique et l'égalité des chances, c'est la loi qui garantit cette égalité des chances. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons un régime qui se met en place comme ce qui va se faire à la fin de cette transition, pour 7 ans dans un premier temps, s'il triche les élections, s'il s'installe par la force, il a encore tout au plus 7 ans à passer au pouvoir et il passe la main à quelqu'un d'autre, même si c'est toujours quelqu'un de son parti, etc. Mais au moins le visage a changé. Le caractère de la personne qui est là, nous n'allons plus la voir. Ça, c'est un changement majeur introduit par cette constitution. Il y a aussi ce qu'on appelle l'élargissement des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que la nouvelle constitution crée une troisième voie que nous n'avions pas jusqu'alors, c'est de crédibiliser, légitimer le rôle de la société civile dans l'espace politique. Parce que nous avons désormais la société civile qui est considérée comme un acteur à part entière de l'espace politique. Enfin, vous avez le droit de l'opposition.
Aujourd'hui, les opposants ne seront plus soumis. On n'aura plus des questions de prisonniers politiques, par exemple. Aussi, on va avoir le statut de l'opposition, c'est-à-dire quelle sera la place dans l'architecture de la gouvernance du pays de l'opposant qui arrive en deuxième position au cours d'une élection présidentielle. En lui donnant un statut, eh bien, cela lui permet d'exercer sereinement son droit de l'opposition sans rien craindre. Donc, même si ça n'a pas été consigné ainsi dans la Constitution, mais la Constitution a ouvert la voie, parce qu'au dialogue national, c'est ce qui a été sollicité. Et lorsque la Constitution met le droit de l'opposition, ça veut dire qu'il y aura une loi d'organique qui va créer le statut de l'opposant. Donc, nous sommes en pleine évolution positive. À entendre vos propos, il s'agirait pour moi, dans mon entendement, et la rédaction du projet n'est pas encore terminée, parce que lorsque vous dites que cette loi n'est pas encore votée, on attend donc les résultats du référendum, c'est ça, monsieur? Alors, la Constitution n'entrera en vigueur que lorsque le oui l'aurait emporté. Et si le non le remporte, on recommence la négociation. Donc, lorsque le oui l'emporte, il n'y a plus d'autre chose à faire parce que le peuple est souverain, il a décidé directement. Par contre, puisque la Constitution fixe les orientations générales, il y a ce qu'on appelle les lois d'application des dispositions de la Constitution. Ce qui veut dire que certains articles, c'est pour cela que vous allez voir en lisant le projet de Constitution, que beaucoup d'articles ont dit la mise en œuvre fera l'objet d'une loi organique, d'une loi, etc. Parce que la Constitution ne peut pas rentrer dans un niveau de détail. Donc, ce qui détermine l'applicabilité de cette Constitution, et l'application plutôt, c'est donc les résultats qui seront issus du référendum du 16 novembre. D'accord, merci pour ces éclaircissements. Comment le oui à ce référendum pourrait-il renforcer les droits de liberté des citoyens? Alors justement parce que le oui va ouvrir la voie à l'application des lois de justice, d'accord, de la justice sociale, la justice politique, la justice économique qui sont consignées dans la Constitution. Si le non l'emporte, nous allons recommencer la négociation à zéro pour essayer de comprendre pourquoi le non l'a emporté, etc. Mais de ce que nous voyons, la grande révolution qui garantit, qui peut justifier aujourd'hui l'appel à voter oui, c'est premièrement la manière dont cette Constitution a été écrite. C'est la première fois en République gabonaise dans l'histoire de notre pays, je dis bien dans l'histoire de notre pays, que ce soit avant les indépendances et après les indépendances, qu'une constitution est quasiment écrite à ciel ouvert, avec la possibilité à chaque étape pour les Gabonais d'apporter leur contribution. La première étape a été les 38 000 contributions que nous avons reçues pendant l'appel qui a été lancé par le gouvernement de la transition. Ensuite, nous sommes partis au dialogue national avec ces 38 000 propositions. Et des 38 000 propositions, 1000 propositions ont été retenues. Donc, de ces 1000 propositions, il y a eu des délibérations pendant le dialogue national qu'on appelle les recommandations du dialogue national. Vous voyez que la Constitution actuelle n'est que l'émanation de toutes ces étapes, sans que le peuple gabonais s'est exprimé. Et mieux, madame, lorsque la première version est sortie et qui a été rendue publique, il y a eu des débats houleux sur les réseaux sociaux, oui, sur les chaînes de télévision, dans les maisons. Vous-même, vous avez applaudi l'article 53 qui voulait que le président épouse une Gabonaise, etc., etc. Vous voyez qu'il y a eu des débats. Et les autorités ont pris en considération les grandes tendances des débats et c'est ce qui a donné la version finale que nous avons. D'accord. Vous qui avez fait partie de l'un des rédacteurs du projet de la nouvelle Constitution, qu'est-ce qui change entre la version issue de la Constituante et celle issue du comité constitutif national? Alors, au niveau de la forme, il y a eu l'agencement qui a changé. C'est-à-dire que le texte issu du comité constitutionnel prévoyait que les principes viennent et ensuite il y a les valeurs, etc. Ça, c'est des débats d'école. Donc, certains ont voulu que l'on renverse, la constituante a voulu que l'on renverse l'ordre, mais ça ne change rien au contenu. L'autre chose qui a changé, c'est l'article 43
53 qui est devenu l'article 43. Donc avec les conditions de participation à l'élection présidentielle qui étaient liées à la nationalité également de l'épouse, etc., etc., qui ont été assouplies. Donc il y a eu des changements majeurs à ce niveau. Alors l'autre niveau de changement, je pense que c'est exclusivement sur le fond, l'article 53 qui a été assoupli, et l'ordre, l'agencement, donc ce qu'on appelle régulièrement la structure du texte a été retouché. Et également il y a eu une phrase qui va préciser maintenant le rôle du vice-président chargé de la coordination du gouvernement. D'accord, monsieur. Nous poursuivons. Y a-t-il des mécanismes de contrôle et de transparence prévus pour éviter les abus de pouvoir une fois la Constitution adoptée? Tout à fait. Alors, le principe de la séparation des pouvoirs lui-même garantit le contrôle. C'est-à-dire que les parlementaires exercent un contrôle sur l'action de l'exécutif. Alors, à plusieurs niveaux. Il y a un contrôle qui se fait à travers des interpellations. Donc, les parlementaires, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, peuvent à tout moment interpeller le président de la République, le gouvernement, sur la manière dont le pays est géré. Il y a des questions écrites, il y a des questions orales, etc. Ça, c'est le premier niveau qui est institutionnel. L'autre niveau de contrôle d'action, c'est le peuple. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec ce qui se fait, il peut interpeller le président. Et si l'interpellation du président ne fonctionne pas, ils ont le droit d'occupation de l'espace public jusqu'à ce que ça change. Donc c'est également une avancée significative qui participe dans ces différents mécanismes de contrôle. Maintenant, si on en arrive à des situations d'extrême, c'est-à-dire que le président s'entête, eh bien, le Parlement a la possibilité de destituer le président de la République, même s'il est en cours de mandat. Ils peuvent entamer une procédure pour créer ce qu'on appelle la haute cour de justice et qui va dire au président, tu as fauté. Alors, ce qui est extraordinaire, madame, et qui laisse plus d'ouverture, c'est que on me dit que le Parlement peut destituer le président de la République en cas de haute trahison et en cas de non-respect du serment qu'il a prononcé au moment de son entrée en fonction. Donc, vous voyez ces mécanismes de contrôle qui sont là. Sans oublier, naturellement, le pouvoir judiciaire qui est là, naturellement, pour entamer des procédures de justice lorsque le Parlement l'a saisi. D'accord. Et comment est-ce que le Parlement pourra destituer, en sachant très bien que le président est élu par élection présidentielle? Très bien, ça c'est une très bonne question. Vous savez, dans toute démocratie, il y a ce qu'on appelle la démocratie s'exprime de deux manières dans un État. L'expression directe de la démocratie, ça se fait pendant le vote et pendant le référendum. Et l'expression indirecte, c'est les délégués du peuple qui agissent au nom du peuple. Donc, si les députés, les sénateurs agissent au nom du peuple, ils ont le mandat du peuple puisque c'est le peuple qui les a votés. Donc, ils parlent au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. D'accord. Et que répondez-vous aux critiques de ceux qui pensent que le référendum pourrait nuire à la stabilité politique du pays? Non, puisque le référendum est une étape qui nous conduit vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et n'oublions pas que le mot-clé du CTRI, c'est le comité de la transition pour la restauration des institutions, etc. Donc la restauration des institutions passe nécessairement par l'élaboration d'une nouvelle constitution. Nous nous sentons responsables devant l'histoire. Parce que si cette constitution n'est pas bonne pour notre pays, nos enfants, vos enfants vont nous en tenir rigueur. C'est pour cela que si nous nous permettons de légèreté dans l'écriture de cette constitution et dans la manière de le présenter au peuple, vous avez vu dans ma conférence de presse, j'ai fait tout l'effort nécessaire pour expliquer en quoi j'appelle au oui, en évoquant les 8 points et en faisant ce qu'aucun expert de mon rang en République gabonaise n'a fait, c'est-à-dire aller se référer à ce que dit l'ONU. J'ai pris ce risque
en comparant les dispositions de l'ONU avec ce que nous avons écrit, nous sommes en phase. Maintenant, aucun texte n'est parfait puisque chacun, nous sommes 2 millions et quelques Gabonais, donc chacun a des attentes légitimes, mais on regarde les grandes lignes. Qu'est-ce qui a fait défaut à notre démocratie et qui peut faire aujourd'hui que nous apportions la stabilité à notre pays, madame? Ce qui a fait défaut, c'est cette incapacité d'envisager un jour que le pouvoir puisse changer d'individu. Et ça, nous avons résolu le problème à travers la limitation du nombre de mandats. Et mieux, ce qui a posé problème, c'est que personne ne voyait dans les 50 années un autre nom gérer ce pays qu'un bongo. Un bongo a remplacé un bongo. Ali a remplacé son père. Noureddin s'apprêtait à remplacer son père. Donc aujourd'hui, nous avons clairement mentionné, et ça il faut le lui reconnaître, encouragé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, en disant: moi, je trouve un défaut dans votre constitution. Vous n'avez pas interdit la transmission dynastique du pouvoir. Et ça a été fait. Donc, un Oligui Nguema ne peut pas remplacer un Oligui Nguema. C'est impossible. Donc, ça ouvre les chances à tous les Gabonais de pouvoir un jour accéder être aussi sûr que ce sera impossible? Parce qu'on a plusieurs fois observé les changements de constitution au Gabon sans l'avis des citoyens. Merci. Donc ce ne serait pas peut-être habilité de dire que ce sera impossible parce qu'on a vu de père en fils, de fils, etc. Donc pourquoi est-ce que vous dites que ce sera impossible? Vous posez une bonne question, madame. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes à une phase historique de notre histoire. Et si les Gabonais ne gardent pas en mémoire la rupture du 30 août, nous n'avons rien compris. Que veut dire la rupture du 30 août? La rupture du 30 août veut dire plus jamais comme avant. Ce qui veut dire que lorsque nous avons mis dans la Constitution qu'on ne peut changer la Constitution que par référendum, c'est déjà un fait qui va nous donner un indicateur. Lorsqu'un président se permet de vouloir changer à lui tout seul la Constitution pour permettre au peuple d'aller dans la rue, pour dire c'est pas ce qui a été écrit. C'est ce qui s'est passé pendant les années antérieures avec le C'était pas interdit de modifier la Constitution hors référendum. Actuellement, c'est le référendum qui est la voie privilégiée. Donc le président a l'idée, il soumet d'abord au peuple. Voulez-vous qu'on modifie la Constitution, oui ou non? Le peuple dit oui. Ensuite, ils écrivent le texte. On retourne encore au référendum pour dire êtes-vous d'accord avec le nouveau texte? Donc, ce n'est pas des choses qui vont facilement se remettre en cause. Et dernière chose, parce que la puissance d'une loi repose dans la capacité des citoyens à la défendre. La loi ne se défend pas seule. Vous avez vu Balai Citoyen au Burkina Faso, vous voyez comment les peuples luttent ailleurs. Donc il faut que le peuple gabonais soit vigilant. Lorsque les acteurs politiques commencent déjà et qu'ils investissent les rues, surtout que la Constitution le leur permet, le droit d'occupation de l'espace public. Ouais. Nous allons poursuivre avec cette question. Quelles sont vos attentes concernant la collaboration avec le CTRI et les autres acteurs politiques du même bord que vous dans la mise en œuvre des résultats si le projet constitutionnel est adopté? Alors, il est très difficile aujourd'hui de dire mon bord politique. Puisque lorsque nous sommes partis en 2023, j'étais candidat indépendant et j'étais un candidat qui disait non. Et je n'ai pas, si j'avais eu des armes, si j'avais eu un groupe, un mouvement rebelle, je ne me serais pas présenté candidat, j'aurais été terroriste. Parce que j'estimais que la manière dont notre pays était géré n'était pas bonne. Et je ne pouvais pas les regarder en face dans 15 ans en disant « Papa, on a fait de Gabon ce que... Et tu n'as rien essayé. » Donc j'ai utilisé... Et si vous serez capable... Et si vous aurez eu la possibilité d'avoir ces armes, qu'est-ce que vous aurez? J'aurais fait la guerre contre le pouvoir incarné par Ali Bongo Ondimba. Et c'est ça, je l'ai dit pendant ma campagne. Et lorsque je me suis présenté, c'est la seule voie de contestation que j'avais. Donc j'ai mis toutes mes économies pour faire entendre ma voix sans forcément avoir l'espoir que ça allait changer. Mais au moins les Gabonais ont découvert que tout le monde n'est pas d'accord et qu'il y a des courageux dans ce pays qui sont prêts à affronter, à laisser leur vie. Et vous l'avez vu, si vous n'aviez pas encore été en activité comme journaliste, le PDG est venu disperser mon meeting à Rio en blessant un militant, etc. Et bien, nous sommes allés jusqu'au bout.
parce que nous croyons qu'il était temps que nous fassions des choses. Et c'est de la même manière que nous sommes prêts à nous lever contre le pouvoir qui viendra après la transition, qui tentera de torpiller notre Constitution. Donc maintenant, pour répondre à votre question, j'ai même déjà envie de retourner où j'étais, parce que j'estime que nous avons déjà accompli notre mission. Je n'ai pas l'intention de retourner me présenter à une élection présidentielle quelque part, sauf si vous venez me trouver à la maison pour que j'y aille, j'irai. Je pense que j'ai fait mon rôle, je peux retourner tranquillement à ma recherche universitaire, retourner travailler pour la Banque mondiale, l'ONU, etc. Maintenant, on revient, si jamais on se rend compte que les choses ne vont pas comme on l'aurait souhaité. Donc, je n'ai pas de bord politique, mais tout ce que je soutiens actuellement, c'est le oui à la Constitution. Maintenant, il se pourrait que dans les jours à venir, je me décide à soutenir un des candidats qui seront déclarés aux élections présidentielles. D'accord. Nous allons finir cette interview avec la dernière question. En tant qu'ancien candidat à la présidentielle dernière, en quoi votre expérience influencera-t-elle votre vision pour le futur si le oui venait à l'emporter? Eh bien, honnêtement, si le oui l'emporte, je vais dire mission accomplie et je quitterai ce monde avec beaucoup de fierté. Et si je le dis avec beaucoup de gravité. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'est pas question de venir faire la démagogie. Ce qui était un danger pour notre pays, nous l'avons levé. Que l'on ne soit pas d'accord avec toute la Constitution, mais nous avons enlevé les verrous qui auraient pu mettre le pays à feu et à sang. Mais pourtant, il y a des représentants, les hauts représentants du PDG qui ont œuvré, comme vous le dites, à mettre le pays à terre, qui travaillent actuellement avec le CTRI. Est-ce que ces personnes sont là pour œuvrer pour que le pays soit relevé ou bien? Alors, c'est une question qu'il faut poser aux dirigeants du pays qui savent pourquoi ils mettent telle ou telle personne à leur côté. Je suis très mal placé pour répondre à cette question, même si en arrière-fond, je dirais qu'il faut bâtir le pays avec tout le monde. Ce qui a fait la force de l'Afrique du Sud post-Mandela, c'était ça, la réconciliation et le pardon. Et je crois que dans tous les cas, on trouve de bons, on trouve aussi de mauvais. Et je crois aussi que l'individu, lorsqu'il est mis dans un contexte d'excellence, il peut changer. Maintenant, on va voir ce qui adviendra au lendemain du référendum et surtout après l'élection présidentielle, puisqu'il faut bien qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir. Nous, on va regarder ça de là où nous serons. Je serai peut-être chef de quartier ou chef de village après les élections présidentielles de 2025, je n'en sais rien. Mais je ne retournerai pas dans l'arène pour demander au peuple gabonais de me voter, même pas comme député ou quoi. Je suis plus à l'aise dans la réflexion, dans les domaines qui sont les miens. Je suis un technocrate, je suis universitaire, etc. Mais si la situation politique de mon pays nécessite que je m'implique, je vais m'impliquer davantage. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux internautes qui nous suivent? Très bien, chers internautes. Je vous regarde dans les yeux. Je vous dis de lire la Constitution de notre pays. Il comporte réellement de changements positifs pour notre pays. N'écoutez pas, ne la lisez pas à travers les commentaires des activistes ou bien des gens de votre maison qui ont lu ici ou là. Je vous prends un exemple. Quelqu'un a fait un commentaire hier sur l'article 170 en disant les militaires peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont amnistiés. Non, les militaires n'ont d'amnistie que de la nuit du 30 au 4 septembre. Et ils sont amnistiés pour une seule chose. Ils ont commis le crime contre la démocratie. Donc, c'est pour cela. Ils sont arrivés au pouvoir, même s'ils n'ont tué personne, par les moyens du changement anticonstitutionnel des régimes. Et c'est interdit. Et donc, c'est la seule erreur qu'ils ont commise. Et c'est sur ce seul point qu'ils ont l'amnistie. Donc, personne ne pourra venir vous dire que tous les gens de la transition, les militaires peuvent faire ce qu'ils peuvent, ils n'iront jamais en prison. C'est faux. Ça, c'est la clarification à apporter. Lisez vous-même la Constitution et soutenez massivement le passage de cette Constitution pour que nous ayons une nouvelle République. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rapprocher de la presse et à vous, jeune équipe de News Live. Je vous félicite
parce que nous voyons le travail que vous faites sur le terrain, vous essayez d'apporter une information de proximité, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venu ici sans hésiter, parce que vous faites un travail d'éducation des masses et avec objectivité, et je crois que c'est ce que nous voulons entendre dans notre pays. Merci, monsieur. Alors, chers internautes, nous arrivons bien évidemment au terme de cette émission. Nous rappelons que nous étions accompagnés du Dr Jean-Delors Biyogé Bitungou, qui est une figure emblématique sur le plan politique au Gabon. Il est engagé et convaincu que cette nouvelle constitution apportera des réformes essentielles qui renforceront nos institutions, garantiront les droits et les libertés des citoyens et favoriseront une gouvernance plus transparente et responsable. Merci de rester câblés sur nos lives et retrouvons-nous pour une prochaine édition.